On peut alors commencer avec le premier intervenant, la première intervenante, Jacqueline Léon, que nous remercions très chaleureusement pour accepter notre invitation qui était très pertinente parce que Jacqueline Léon, directrice de recherche honoraire au CNRS, membre du laboratoire d'histoire et de théorie linguistique, elle est une grande spécialiste de l'automatisation de langue, c'est un sujet sur lequel elle travaille depuis très longtemps. Je cite quelques ouvrages parmi les très nombreux qu'il a écrits ou coécrits. Par exemple, une histoire des idées linguistiques, modélisation des sciences humaines, histoire de l'automatisation des sciences du langage, traitement automatique du langage, etc., etc. Donc, comme vous voyez, le travail de notre collègue Jacqueline Léon entre absolument dans la thématique de notre séminaire de cette année et probablement de l'année prochaine. Donc, nous sommes très heureux de l'accueillir. Le titre de son intervention, c'est Statut de la linguistique et de ses modèles dans l'automatisation du langage, perspective historique. Je vous donne la parole, Jacqueline. Merci beaucoup. Et je vous donne la parole. Je vais partager ce PowerPoint. Voilà. Très bien, oui, d'accord. Très bien. Est-ce qu'on peut l'agrandir un peu? Une seconde. Est-ce qu'on peut l'agrandir un peu? Ah oui, pour une... Peut-être. On va plus voir le... D'accord. Il ne faudrait pas non plus que je ne vois pas. Voilà. Je passe l'ordinateur, comme ça vous pouvez les manipuler. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup pour votre invitation. Donc, je vais effectivement vous parler de l'histoire du traitement automatique des langues et en particulier focaliser sur le statut enfin, de la linguistique et des linguistes d'ailleurs et des modèles de langage qui ont été élaborés ou, disons, qui se sont confrontés avec le TAL au fil des années. Comme on le sait, vous en avez sans doute débattu à plusieurs moments dans votre séminaire avec les LLM, les grands modèles du langage de l'IA. Ces modèles n'ont pas grand-chose à faire avec la linguistique, qui est souvent reléguée, si du moins elle existe encore, à un rôle tout à fait subalterne. Et il faut savoir que à partir du début de traitement automatique des langues, on peut situer très précisément avec le début des premières expériences de traduction automatique en 1949, le TAL, le traitement automatique des langues, n'a pas fait forcément bon ménage avec la linguistique et les rapports ont été parfois assez conflictuels, la linguistique souvent reléguée également, jusqu'au 1990, dans les années 90, où avec les grandes masses de données, sur lesquelles évidemment je reviendrai, la linguistique disparaît peu à peu. Alors, dans mon intervention, donc, je vais commencer par la première période, je vais partir très historique, donc chronologique, traduction automatique, donc dans la première période 49-66, sur laquelle j'insisterai beaucoup parce que cette période témoigne vraiment de la confrontation entre linguistique et traitement automatique qui, parfois, effectivement, a pris des formes assez conflictuelles et brutales. La deuxième période, grosso modo, les années 70, où il y a eu l'essor et l'hégémonie de l'analyse syntaxique, de la syntaxe, et donc d'une partie de la linguistique. Ensuite, les années 80, avec l'apparition de la sémantique et l'intégration de modèles d'intelligence artificielle symbolique. Et enfin, à partir des années 90, le déclin des modèles linguistiques avec la mise à disposition de grandes masses de données et la dominance des méthodes statistiques et probabilistes. Alors, au début, donc, la traduction automatique, elle est née aux États-Unis, et je dirais que c'est une technologie de guerre froide. Technologie qui a pour objectif de produire des traductions en série du russe vers l'anglais, de textes scientifiques et techniques, dans un contexte
de compétition intense entre les États-Unis et l'URSS. C'est également la première application non numérique des ordinateurs, parce que ça a été considéré comme une urgence également. Hein. Donc, on a voulu, même si c'est une tâche qui peut apparaître très, très compliquée, ça a été propulsé comme première application. Technologie de guerre, je lis ça aux sciences de la guerre, là j'emprunte ce terme à l'ouvrage de Dan Epestre de 2004, ce qui suppose, je retiens ceci pour ce qui nous intéresse, une interpénétration entre sciences et ingénierie, en particulier les sciences comme les mathématiques, sciences fondamentales, l'ingénierie, etc., qui sont acoustiques, etc., et des nouveaux dispositifs qui ont été créés à partir de là, comme les radars, les calculateurs électroniques. De nouvelles théories sont nées aussi dans ce contexte-là, d'interpénétration entre sciences et ingénierie, comme la cybernétique, la théorie de l'information. Autre caractéristique, c'est que ce sont les militaires, les grands financeurs, et qu'on est en plein dans le complexe militaro-industriel universitaire des États-Unis, hein, qui, pendant la guerre jusqu'aux années 70, même 80. L'idéologie derrière la traduction automatique, c'est l'Operational Research, qui a été l'idéologie de la Round Corporation, c'est une think tank qui a été créée en 45-46. Operational Research, qui veut dire que on va automatiser les tâches humaines de façon à rationaliser la vie, de rendre la vie rationnelle, donc automatisation, effacement des frontières entre l'humain et les machines. Cette idéologie, je pense, a de beaux jours devant elle à partir de ces années 50. Le centre de ces sciences de la guerre, c'est le MIT, aux États-Unis, à Boston, avec en particulier un certain nombre d'agences de développement et de recherche pendant la guerre, et en particulier la section D2 de Fire Control, qui était la section qui s'occupait de la défense antiaérienne, des radars, etc. Font partie de ce groupe à l'époque les grands noms de ces sciences de la guerre, Norbert Wiener, le fondateur de la cybernétique, John von Neumann, le créateur du premier ordinateur numérique, Claude Shannon, théorie de l'information, Manuel Bouchon, etc., Warren Weaver, dont nous avons parlé, qui est effectivement le directeur du D2 Fire Control. Une chose, un constat par évident, la linguistique ne fait pas partie des sciences de la guerre. Elle est absolument absente de toute cette ce complexe. Les linguistes ont des rôles importants pendant la guerre, mais d'enseignement des langues et éventuellement de traduction de langues rares dans les services de cryptographie. Ils ne sont absolument pas mêlés à ce dispositif militaro-industriel académique. Alors, un homme est central dans cette affaire-là, c'est Warren Weaver, qui est un mathématicien spécialisé dans les probabilités. Il dirige la section des deux Fire Control, dont j'ai parlé. C'est un des fondateurs de la Round Corporation. Et donc, il coche beaucoup de cases. Et il est aussi directeur à la Rockefeller Foundation. Il rejoint son poste après la guerre pour développer des projets de biologie, de recherche en biologie aux États-Unis et en Europe. Alors, il a l'idée, il vient de la, on va le voir, il vient de la théorie de l'information et de la cryptographie. Et en 1949, il rédige un mémorandum qui s'appelle Translation. Il envoie à 200 personnes influentes aux États-Unis. Et il est tellement influent que cela va provoquer la création des premiers centres de traduction automatique aux États-Unis. Donc, il promeut la traduction automatique, mais c'est un facilitateur, ce n'est pas un expérimentateur, hein, mais on va voir que a une importance absolument cruciale. Les conceptions quand même du langage et de la traduction de Warren Weaver ne sont pas absentes. Il est un facilitateur, mais quand même, enfin, disons pas un expérimentateur, mais il a
des idées sur la question. Il est co-auteur avec Shannon de The Mathematic Theory of Communication, donc est un ouvrage qui regroupe les articles de Shannon sur la théorie de l'information. Et dans c'est Weaver qui rédige l'introduction. Et dans cette introduction, il dit que la traduction automatique est une application de la théorie de l'information, en particulier de la cryptographie. Donc, il pose la question, il pose les choses, c'est de la cryptographie. Et d'ailleurs, il donne cette phrase qui a été reprise dans ce texte: un livre écrit en chinois est simplement un livre écrit en anglais qui a été codé dans le code chinois. Donc, les langues sont des codes dans ce cas-là, et traduire, c'est passer d'un code à l'autre, donc en cryptographie. Son idée de la traduction est fondée sur l'idée qu'il existe des invariants qui seraient communs à toutes les langues, et parmi ces invariants, les invariants statistiques sont les temps, et donc traitables par les statistiques et les probabilités. Sa conception de la traduction n'est pas complètement naïve, hein, pas du tout, et il sait, on rend compte bien que la traduction littéraire à l'époque est absolument inenvisageable, mais dit-il, pour faire des traductions de textes scientifiques et techniques, une traduction approximative peut suffire avec des erreurs, quitte à ce que le relais soit pris par des traducteurs humains quand c'est nécessaire. Donc une vision très pragmatique, puisque c'est quand même une technologie qui doit produire des choses. Alors, c'est un facilitateur, et Warren Weaver va promouvoir deux projets en particulier qui vont avoir une importance dans le début de cette traduction automatique. Alors, il va promouvoir Andrew Booth, le projet de Andrew Donald Booth, qui est un Britannique, qui est ingénieur, physicien, informaticien, pas du tout dans le domaine de la linguistique, qui est d'ailleurs connu pour être le premier créateur du premier ordinateur. Et en 1948, avec les fonds de la Rockefeller Foundation, Booth va bénéficier de financement pour développer une mémoire de stockage, donc à Birkbeck College, une mémoire de stockage pour les dictionnaires bilingues, stocker les dictionnaires bilingues en vue de la traduction automatique. D'ailleurs, Weaver, quand il l'aide à ce moment-là, le financement lui dit: on vous aide sur cette question-là, mais c'est pour la traduction automatique, qui n'était pas forcément dans les objectifs de Booth. Alors, lui aussi, mais je pense de façon encore plus, disons, sous-jacente, parce que ce n'était pas vraiment son objet, conçoit des langues comme des codes, hein, qui suppose une univocité signifiant signifié, et applique une traduction directe, c'est-à-dire mot à mot. On applique un dictionnaire bilingue sur un texte, et puis à l'aide d'un dictionnaire, et ensuite, avec une post-édition, on remet l'ordre des mots en route, enfin on corrige. Voilà. Donc c'est absolument très fruste. Le deuxième projet, par contre, c'est le projet de Barry Lell, qui lui est un logicien, philosophe du langage, disciple de Carnap, et pour lui, il a beaucoup plus réfléchi à ce que peut être la traduction automatique. Ce qui est central, c'est la syntaxe, c'est de faire une méthode syntaxe opérationnelle de façon à pouvoir faire de la traduction automatique. Le mot à mot pour lui est très fruste et n'a aucun intérêt, mais syntaxe opérationnelle, oui. Théoriquement, il la fonde, il crée un article dans Language en 1953. Elle est fondée, cette syntaxe, sur la linguistique algébrique de l'époque, hein, les grammaires nationales de Harris, et sur la logique formelle du polonais. Alors, la position vis-à-vis de la linguistique de Barry Lell est la suivante, c'est-à-dire syntaxe logique, mais il les considère comme absolument sans intérêt pour le traitement automatique les travaux des linguistes structuralistes américains distributionnalistes de l'époque, dont la tâche était de décrire des langues amérindiennes par une méthode empirique inductive. Aucun intérêt, et aucun intérêt en particulier au niveau théorique, parce qu'ils excluaient le sens, pour lui, qui est évidemment au centre de la traduction, puisque la traduction est un transfert de sens. Donc, mise à l'écart des érections de la syntaxe opérationnelle et à l'écart de la linguistique de l'époque qui était dominante aux États-Unis.
Alors, Barry Hillel est recruté, je l'ai dit, au MIT comme premier chercheur en traduction automatique en 1951. Il est recruté pour faire une technologie, pour mettre en œuvre cette technologie. Il organise un premier colloque en 1952 et à l'issue de ce colloque, les participants, donc par Barry Hillel, établissent qu'il faut 2 étapes en traduction automatique. On retrouve le projet de Booth, développer un dictionnaire électronique bilingue et des mémoires de stockage, l'étape 2, l'application d'une syntaxe opérationnelle. Donc, on est toujours dans l'idée de technologie qui doit... Oula. Il faut passer... Comment on visualise encore? Là, il est là. Ah, parce qu'il y a un problème de connexion. Mais nous, on voit toujours. Ah, voilà, c'est bon. Voyons ce que c'est. On va voir, avancer. Ah, voyons. Ah, oui. Voilà. Ah, c'est mieux. Ah, on a tout là. Un problème, comme si la connexion était très, très, très lente. Parce qu'on voit les... On compose. On peut continuer comme ça, mais enfin, c'est... Mais non. On peut mettre tous les thèmes. d'avoir mieux. faire quand même le PowerPoint. Ça, Et c'est reparti. Oui, c'est vrai qu'il faut mieux voir le titre parce que quelquefois, dans certains cas, c'est un peu pertinent dans la mesure où je... ça va y avoir un tâche. Ouais. Si je le mets comme ça, c'est un peu... Ça fait rien. Le titre est le même. Enfin, ça fait rien. Voilà. Je vais laisser comme ça. On va laisser comme ça. Alors, quelle est la place de la linguistique? Donc, j'ai dit d'une part qu'il y avait une ignorance, enfin, que pour la linguistique structuraliste américaine n'avait aucun intérêt. Pour les ingénieurs, enfin ceux qui faisaient de la traduction automatique étaient quelquefois d'ailleurs, enfin souvent des spécialistes de langue, hein, des enseignants de langue dans les universités. Là aussi, leur position, c'est que les acquis de la linguistique structuraliste américaine fondaient beaucoup sur la morphophonologie à l'époque, hein, dans leur description des langues amérindiennes, n'a aucun intérêt, et en particulier, elle n'est pas, leur résultat est complètement incompatible avec le traitement automatique. En particulier, ils sont obligés de fabriquer des dictionnaires de racines et de terminaisons qui n'obéissent pas aux critères fonctionnels d'origine phonétique ou historique des grammairiens. Par exemple, j'ai donné plusieurs exemples, mais tout simplement, ils fabriquent des faux radicaux, appelés bases de mots, de fausses désinences. On retrouvera après dans le TAL hein, beaucoup de choses, mais enfin, c'est très, très daté, ce genre de choses. Par exemple, pour le verbe saisir, on prend un radical saisir, contrairement à ce que donne la morphologie qui dit c'est, S-A-I. Mais c'est a aussi les mêmes racines que le verbe savoir, donc ça crée des ambiguïtés. On va créer le radical saisir. Saisi. De la même façon, on crée une fausse désinence E pour pouvoir générer toutes les formes du verbe love et de façon à avoir love, loving, loved. Pour avoir love, il faut introduire, la désinence étant S, il faut introduire ce petit E, fausse désinence pour pouvoir générer love. Voilà, donc, une linguistique pour la machine, ils le disent d'ailleurs clairement, Machine Translation Linguistics, une linguistique pour ingénieurs conforme, considérant donc que les méthodes et les résultats des linguistes ne sont pas du tout adaptés à la machine, ce qui
inaugure une longue série d'ailleurs de rejets, hein, qu'on retrouvera au fur et à mesure, et de délégitimation de la linguistique comme discipline nécessaire au développement du TAL. C'est-à-dire que si ça marche pas, et ben on l'ignore, et puis c'est comme ça, c'est une position assez cynique, hein, mais c'est déjà installé à cette époque-là, début des années 50. Alors, pour revenir à la partie historique, hein, donc, première démonstration, premières équipes qui se créent dans les années 50, et première démonstration qui a lieu en janvier 1954, qui se passe à New York sur un ordinateur IBM, et qui est faite par le groupe de l'université de Georgetown. Alors, cette démonstration porte sur quelques phrases de 10 à 15 mots, du russe vers l'anglais, translittérés en caractères latins, un petit lexique bilingue russe-anglais de 150 termes, 6 règles de grammaire, l'analyse grammairienne de parsage. Alors, ça paraît très ad hoc, hein, et c'était très ad hoc, mais c'est très médiatisé. Et en particulier, ils ont invité énormément de chercheurs étrangers à assister à cette démonstration. Tout le monde se précipite. Et ça a permis de lancer les premières expériences en Grande-Bretagne et en URSS. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais rapidement là-dessus, mais juste pour montrer la place de quelles linguistiques sont utilisées dans ces modèles-là. Je reste toujours dans la période 1954-1960, à ce moment-là, en URSS. Bon, les soviétiques considèrent que les Américains sont très en avance sur cette question-là, donc ils suivent. Et ils utilisent la fameuse méthode de Georgetown pour les premières expériences. C'est-à-dire c'est du mot à mot avec une méthode directe de transfert où il y a un petit lexique et puis quelques règles de grammaire. Ensuite, ils utiliseront les grammaires syntagmatiques qui sont mis au point par les Américains. Donc, ils suivent les Américains, mais on a quand même des méthodes qui sont ancrées dans la tradition linguistique russe, qui sont utilisées, qui sont créées. Par exemple, Igor Melchuk, qui est linguiste et qui est devenu ensuite, qui a émigré comme professeur au Canada, à Montréal, crée un système de langue intermédiaire à base sémantique. Alors, et ils sont plusieurs d'ailleurs en URSS à faire ce genre de choses. Certains considèrent que la langue intermédiaire, c'est-à-dire une langue pivot entre la langue cible, enfin la langue source et la langue cible, hein, et qui n'est pas de transfert direct, et puis à base sémantique, et bien que cette langue, ça peut être le russe, parce que le russe est la meilleure des langues, mais lui utilise une langue intermédiaire fondée sur une proto-langue qui est héritée de la linguistique historique et comparative, mise au point par son directeur de thèse qui s'appelle Vyacheslav Ivanov. Donc je ne rentre pas dans le détail, mais c'est ancré dans la tradition russe et c'est à base sémantique. Donc on est très loin de ce que font les Américains. De même pour les Anglais. On a vu Booth et son collègue Richens qui font du mot à mot, hein, mais il y a un deuxième groupe qui s'appelle le groupe de Cambridge, qui est dirigé par une philosophe, Margaret Masterman, qui est une élève de Wittgenstein, et elle, et ce groupe-là, crée une langue intermédiaire, aussi à base sémantique, qui est fondée aussi de façon culturelle, ancrée de façon culturelle dans la tradition britannique. Ce thésaurus est celui du Roger Thésaurus, donc c'est un thésaurus britannique, qui date du XIXe siècle, et utilise un formalisme employé. Donc c'est aussi différent de ce que font les Américains. Alors, je ne peux pas m'étendre beaucoup là-dessus, mais donc le déclin. Alors, il se trouve que les résultats quand même, surtout quand on voit ce que fait Georgetown, quelques règles ad hoc, et les dictionnaires, ce sont des résultats médiocres. Les difficultés, évidemment, sont énormes à résoudre, surtout linguistiques, mais on ne peut pas en entendre parler. Les capacités des ordinateurs commençaient sont extrêmement faibles à l'époque, vitesse réduite, faible capacité de stockage, etc. Et surtout, il y a un décalage croissant entre les attentes qui sont créées par le système médiatique. Ne vous inquiétez pas. C'est une langue intermédiaire. Oui, C'est ça. Donc, du russe. Décalage entre le succès médiatique, les ils ont attentes résolu eux-mêmes. Oui. l'ambition de certains acteurs comme ceux de Georgetown, là, qui s'y frisent l'escroquerie, hein, ça fait documenter ce genre de choses, et les résultats très médiocres. Donc les bailleurs de fonds commencent à s'émouvoir. Alors les bailleurs de fonds, j'en ai pas parlé, mais c'est la CIA,
l'armée, hein, l'US Air Force, et la National Science Foundation, donc bien dans le complexe militaro-académique. Et la NSF nomme en 1958 Barry Hillel pour faire une évaluation des centres de traduction automatique qui existent à l'époque. Son rapport sera publié en 60. Alors, en 58, il y a une vingtaine de centres au monde, 10 centres aux États-Unis, 7 centres en URSS, 2 centres en Bretagne et un centre en Italie. Je ne parle pas de la France qui commencera après, qui est très particulière. Alors, donc, toujours dans la phase de déclin, le rapport Barry Hillel, qui quand même a fait grand bruit, est suivi par une création d'un comité par l'Académie des sciences, cette fois-ci, en 64, l'ALPAC. Ce rapport, enfin, qui fait beaucoup de bruit et qui est sans doute assez connu, a été publié en 66, qui provoque l'arrêt du financement des groupes aux États-Unis et la fermeture de la plupart des centres de traduction dans le monde, parce que, voilà, on suit les Américains, mais pas de partout, hein, mais enfin, en grande partie. Alors, je vais revenir sur quelques points de ces rapports qui sont intéressants pour la suite. Pour Barry Hillel, c'était l'impossibilité de faire une traduction automatique de très grande qualité qui est mise en cause. C'est impossible. Il fonde théoriquement cette impossibilité en disant que pour résoudre certaines ambiguïtés sémantiques, le contexte linguistique ne suffit pas. C'est le contexte extralinguistique qui compte et que cette solution exige des connaissances de sens commun. Il prend comme exemple, le petit exemple que je vous donne, the box was in the pen, little John was looking in his toy box, finally he found it, the box was in the pen, John was very happy. Pour résoudre le problème de pen, enfin pour traduire pen, qui veut dire crayon, parc à bébé ou enclos en anglais, il faut des connaissances de sens commun. C'est-à-dire, il faut savoir qu'on peut mettre une boîte dans un enclos ou dans un parc à bébé, mais pas dans un stylo. Hein. Et ça, selon Barry Hillel, l'ordinateur est incapable de ce genre de choses. Alors, ce qui est très intéressant là, c'est que c'est le premier qui aborde cette question de compréhension du langage naturel, problème de sens commun qu'on retrouve avec l'IA évidemment, jusqu'à nos jours. En fait, quelque part, il avait déjà posé ce genre de questions qui est très intéressante, parce que cette question de sens commun, évidemment, se repose pour l'IA, même encore maintenant. Alors, par ailleurs, il recommande une traduction assistée par ordinateur, donc non automatique, hein, c'est pas la peine, c'est impossible, et de développer la linguistique théorique et la syntaxe pour sauver au fond la linguistique, la syntaxe, du désastre de la traduction automatique, de bien séparer les deux. De même que fait l'ALPAC en 66, ils promeuvent la linguistique computationnelle comme une nouvelle linguistique, New Linguistics. Alors, la linguistique computationnelle, ça va de la linguistique théorique, même que Barry Hillel, c'est-à-dire les grammaires formelles, et surtout la grammaire générative et transformationnelle de Chomsky, qui est citée explicitement, jusqu'à toutes les applications de TAL qui existent à l'époque, hein, des glossaires, des banques terminologiques. D'ailleurs, ce sont les Européens qui sont très en avance sur cette question, au Luxembourg, en Allemagne, dictionnaire bilingue, enfin, toutes les aides à la traduction. Donc, on a cette grosse masse de linguistique computationnelle qui apparaît, qui est promue, et là encore, pour la séparer de la traduction automatique qui est devenue persona non grata. Et là encore, comme Barry Hillel, il promeut le fait que la linguistique doit être évaluée et financée de façon autonome. Donc, à partir de là, effectivement, la linguistique va être développée aux États-Unis, on va créer des départements, etc. Bon, je passe. Alors, on passe à une autre phase, bien que ça y ait des recouvrements, hein, c'est une histoire qui n'est pas linéaire. Donc, on recommence à 62 et on va jusqu'à 70. Je dirais que c'est l'essor de la syntaxe et des parterres syntaxiques. Alors, dans le contexte, 62, c'est le 9e congrès international de linguistes qui se passe au MIT, où la dominance de Chomsky apparaît complètement évidente. C'est la star du congrès. Harris lui a donné sa plénière, d'ailleurs, il a cédé sa plénière, et il est jeune, encore en 62, il a 30 ans.
34 ans. Donc, il est très jeune, mais c'est la star. Et à partir de là, l'essor de la grammaire générative et transformationnelle au niveau international est assuré. 62, c'est aussi la publication du premier parseur syntaxique par Victor Ingve, qui est le directeur du laboratoire d'électronique du MIT, qui a créé un langage particulier, Commit, en 59, qui permet de traiter des chaînes de caractères. On n'est plus dans le traitement numérique. Avant, on avait du Fortran, on avait des choses comme ça. Et Commit est donc créé 3 ans avant Lisp. Vous avez peut-être entendu parler comme le grand langage automatique et de l'IA plus tard. Donc, 62, c'est une période, enfin, une date importante. Les linguistes sont aussi, effectivement, par la dominance des grammaires formelles, la grammaire générative et la mise à l'écart des distributionnalistes, dans une perspective d'isomorphisme de représentation entre les langages logico-algébriques formels et les langues naturelles. Donc, le traitement automatique et les parseurs syntaxiques sont totalement en adéquation avec ça, d'autant plus que pour beaucoup, les parseurs syntaxiques sont des bancs d'essai pour tester les théories formelles, donc très important. Donc, on voit à partir de cette époque une généralisation de l'analyse syntaxique comme méthode centrale pour la traduction automatique, puis le TAL, qui suit donc Bar-Hillel et les recommandations de l'ALPAC. Et c'est un âge d'or aussi de coopération entre linguistes et informaticiens. C'est-à-dire que pour Ingve, son langage Commit doit être praticable par les linguistes autant que par les informaticiens. Donc, on a vraiment une interaction au niveau du travail entre les deux. Alors, mais ce période faste ne va pas durer. On observe un déclin de la syntaxe de 70-76, si on peut dire. D'abord pour le TAL, les résultats deviennent décevants, l'analyse pure syntaxique, voilà, ça n'avance plus. Les grammaires génératives et transformationnelles sont très peu utilisées. Chaque fois qu'elles sont utilisées, d'ailleurs, ça pose des problèmes parce qu'elles sont trop génératives, elles génèrent trop d'ambiguïté, etc., qui font qu'on se rabat toujours sur les grammaires syntagmatiques. Donc là, le programme chomskien n'est pas du tout adéquat avec le traitement automatique. De toute façon, Chomsky n'avait jamais voulu vraiment être mêlé aux informaticiens, bien qu'il ait été recruté au début comme des élèves de Harris par Ingve. Mais enfin bon, mais il n'a jamais fait effectivement de traduction, de traitement automatique. Donc, le modèle chomskien n'est pas adéquat pour faire du parseur syntaxique. On est aussi au niveau linguistique dans un moment de conflit, de crise dans la grammaire générative, 76-73, qu'on a appelé les linguistic wars, où s'affrontent la sémantique interprétative autour de Chomsky et la sémantique générative autour de Lakoff à l'intérieur des Chomskiens. Et c'est très violent. Ça aura pour conséquence le fait que le programme chomskien soit un peu à l'écart, et donc la syntaxe. On observe un intérêt croissant pour la sémantique. C'est effectivement sémantique interprétative générative qui est à l'honneur. Les linguistes remettent en cause cet isomorphisme, hypothèse d'isomorphisme entre langage logico-algébrique et langue naturelle, et apparaissent évidemment beaucoup d'autres formalismes, LLG, GPSG, etc., qui sont fondés moins sur la syntaxe, sur le lexique, la sémantique, etc. Et je crois qu'en 1980, on a 42 grammaires différentes, enfin des noms de grammaires différentes. Pour dire que ça fluctue et que le TAL, effectivement, utilise plutôt ces formalismes que la syntaxe générative de Chomsky. Alors, on arrive maintenant à une autre phase, c'est que la linguistique et la syntaxe donc ne sont plus du tout en odeur de sainteté, disons, au niveau du TAL. On voit apparaître l'IA symbolique et un intérêt pour la compréhension du langage naturel. On avait vu déjà ça apparaître avec Bar-Hillel. La question se pose du comment et pas du savoir quoi, know how, know that.
Donc, l'intérêt de nouveau recours au sens commun et recours à d'autres, évidemment, d'autres domaines que la syntaxe et la sémantique, la logique non classique, les inférences, les pragmatiques, etc. IA symbolique aussi qui est favorisé par un contexte au niveau institutionnel. On se rappelle qu'en 1956, l'IA, disons, apparaît lors des conférences de Dartmouth. Hein, le terme est forgé par John McCarthy et adopté, AI. Qu'en 1958, les armées créent une agence qui s'appelle l'ARPA, qui a aussi été appelée DARPA, pour développer des recherches des recherches et du développement dans les domaines du traitement automatique et plutôt intelligence artificielle symbolique, et que ça a commencé par la résolution de problèmes, mais qu'en 71-76, elle finance des programmes sur la compréhension de la parole et du langage. Donc, gros financement sur cette IA symbolique, mais orientée compréhension de la parole et du langage. Donc, on voit apparaître des programmes conversationnels, enfin bien avant ELISA, dont vous avez beaucoup parlé sans doute, et Chodron de Terry Benograd apparaît. Lui, il a été créé vraiment dans ce cadre-là. Et à l'intérieur du TAL, des modules d'IA symboliques, ou plutôt représentationnels, sont intégrés au système d'IA. Suit une autre période tout ça se tuile, hein, évidemment, qui est liée à l'apparition des micro-ordinateurs au début des années 80, une ère, disons, de marketing inaugurée par les Japonais avec le programme de 5e génération qui font que le TAL doit produire des applications efficaces, restreintes, utiles dans l'industrie et commercialisées. C'est ce qui apparaît comme l'ingénierie du langage naturel, l'ingénierie linguistique, et les modèles de TAL globaux sont remplacés par des applications plus restreintes. On est toujours avec, dans cette question-là, la question de la linguistique, évidemment, est aussi très mise en cause. On va voir comment l'aide à la traduction, bon, effectivement, on va remplacer, ce sera des petites applications, la correction orthographique, etc. La traduction elle-même devient un outil industriel pour traduire des manuels d'utilisation, des modes d'emploi, etc. Et la linguistique est de nouveau, enfin, délégitimée, considérant qu'elle freine le développement du TAL, que c'est un obstacle, que les linguistes sont des empêcheurs de tourner en rond. On connaît, je ne sais pas si vous l'avez évoqué déjà, la fameuse phrase de Frédéric Jelinek qui dirigeait le centre de reconnaissance de la parole à IBM et qui dit « Chaque fois que je vire un linguiste de mon équipe, la performance de notre système de reconnaissance de parole s'améliore de 10%. » Là, la formule a été contestée parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'il a dit, mais lui-même a reconnu que c'était quelque chose de ce genre-là. Donc il y a plusieurs versions de cette phrase. Ça a fait une polémique d'ailleurs dans la revue TAL en France en 1994 quand elle a été citée. Donc, de nouveau, délégitimation de la linguistique, une fois de plus, sous quelque forme que ce soit. Alors, pendant cette période encore, quand même, je voudrais dire que la traduction automatique n'a pas disparu, juste avec des formes et disons, des conceptions de la traduction et de la linguistique très différentes. Je vais prendre deux exemples. Un Sistran, qui a été créé par Peter Thomas, un Américain hongrois, en 1967. C'est un système qui a connu un grand succès. De 1970 à 2010, il a été adopté par la Commission européenne et le Parlement européen. Vous en avez sans doute peut-être utilisé. Il est encore d'ailleurs utilisé. Il y a eu un procès, etc., avec la Commission européenne en 2014, etc. Mais c'est un produit, ce qui est intéressant, c'est un produit directement hérité de la traduction automatique américaine des années 50, le système GATT de Georgetown amélioré, effectivement. Et mais là, Peter Thomas se met aussi par rapport à la linguistique, disant il ne croit pas que la linguistique puisse fournir une solution adaptée au traitement du langage par ordinateur.
Il dit qu'il est convaincu que le traitement du langage doit être adapté aux possibilités de l'ordinateur plutôt que l'inverse. Donc, là encore, ce n'est pas la linguistique qui va mener la recherche. Je vais parler très rapidement, d'un deuxième projet qui, lui, est fondé sur des choses complètement différentes, notamment en ce qui concerne la linguistique. C'est le projet Eurotra, entre 1982 et 1992. Donc, c'est un projet multilingue, ce qui est assez original. Enfin, c'est le seul qui existe à l'époque, et avec les 9 langues existantes de l'Union. C'est un prototype industriel, donc on est toujours dans cette phase d'ingénierie linguistique, mais de traduction de textes juridico-économiques. La priorité, là, est donnée à la linguistique, ce qui est quand même tout à fait intéressant, parce que par rapport à Thomas, par exemple, Peter Thomas. Et priorité à la syntaxe et à la méthode par transfert. Ce sont des équipes nationales qui vont travailler chacune sur leur projet, sur leur description, et avec une centralisation à Bruxelles. Cela dit, les résultats ne sont pas à la hauteur. Il y a une expertise avec un rapport en 1990 qui conclut à une hétérogénéité des analyses, des avancées selon les équipes et les langues, et l'insuffisance de la syntaxe, une fois de plus, leur génération d'ambiguïté sémantique non résolue. Et on décide que ça va être un prototype de recherche plutôt qu'un prototype pré-industriel. Donc voilà, la traduction automatique n'était pas complètement morte, mais elle est une place. Alors ensuite, je vais aller vite parce qu'effectivement, je pense que vous avez dû déjà aborder ces choses-là. 1990, le data turn, comme on l'appelle, avec une généralisation des méthodes statistiques et probabilistes. Donc, un développement inédit des ordinateurs, des logiciels, mise à disposition des bases de données, l'apparition d'Internet en 87. Le TAL voit ces projets un remplacement progressif des systèmes computo-représentationnels, dits symboliques, donc des méthodes déductives à base de règles, par des méthodes empiriques inductives à base de données et de méthodes statistiques, probabilistes de 90 à 2000. On voit alterner ces méthodes entre base de règles et base de données et des méthodes hybrides pour le TAL. There is no data like more data. C'est le fameux Jelinek qui a une formule à porte-pièce. Rien de mieux que des données. Plus de données, mieux c'est. En 2004, donc c'est un grand, évidemment, promoteur de cette idée du tout probabiliste et statistique. À partir de 2000, donc, on a une généralisation de ces méthodes qui étaient utilisées au départ en reconnaissance vocale, dans les chaînes de Markov, le modèle de Markov caché, donc, qui était évidemment chaîne de Markov, qui vient de Markov en 1905. Enfin, donc, il avait été utilisé par Shannon dans la théorie de l'information. Donc, on a tout ce fil-là qui continue, avec des hauts et des bas, des avancées et des choses qui disparaissent. Par exemple, en 85, on a eu l'hiver de l'IA symbolique, un regard d'intérêt pour les réseaux neuronaux et les méthodes probabilistes, et puis un retour dans les années 2000 du connexionnisme, des techniques d'apprentissage automatique. Donc, des années venues comme ça, qui font que en 2000, on a une généralisation de ces méthodes stochastiques et probabilistes statistiques, et la mise à l'écart de la linguistique un peu de façon définitive. Jelinek, qui est un grand promoteur de ce genre de méthode, a eu l'idée de ces corpus parallèles alignés, mémoire de traduction. Donc la traduction se fait avec des corpus bilingues qui est déjà traduit par les humains, et qu'on va, en les alignant, on va pouvoir ensuite utiliser les statistiques pour faire de la traduction dans ces langues. Alors, donc 2 grands corpus, un Hansard et le corpus de l'Union européenne. Alors, je vais passer très vite parce que vous avez dû voir ça. En 2010, donc, le deep learning remplace les réseaux neuronaux. En 2018, il y a des émergences des grands modèles de langage, GPT, BERT, et en 2022, ChatGPT. Donc, voilà. Alors, le TAL, pendant cette période, maintenant, enfin, disons, dans cette période, à partir de ces périodes de 2000-2010, on voit 2 approches principales. Une approche par sac de mots, où le mot perd complètement sa nature linguistique et devient une unité mathématique, des vecteurs. Et le corpus de texte est un tableau de nombres sur lequel on va appliquer des procédures d'exploration de données, le data mining. Donc, on n'a plus du tout ni de structure
linguistique, ni de méthode linguistique. Les mots, les salles de mots, ce ne sont plus des termes de langue. Ce ne sont plus des unités de langue. La deuxième approche par annotation, d'ailleurs, qui complète la première, préserve l'ordre des mots en divisant le texte en unités correctement étiquetées, mais cela suppose que, pour le linguiste, il a un rôle subalterne, c'est-à-dire qu'il est soit au mieux annotateur en amont, correcteur en aval, ou fournisseur et vérificateur de données pour les langues peu documentées, etc. Donc, disparition de la linguistique et des modèles de langage qui sont issus de la théorie de l'information avec tous les développements qu'on a pu voir au fil des choses. Alors, évidemment, tout ça n'est pas très drôle. J'aurais juste évoqué, je n'ai pas le temps là, ça va dire autre chose. C'est les linguistiques de corpus, juste pour dire que ça a un statut spécial, à mon avis. D'abord parce que, alors ça a émergé dans les années 90, hein, avec les données devenues possibles pour les linguistes, que ce domaine est ancré dans les traditions linguistiques, contrairement à le TAL, avec la traduction automatique qui est apparue brutalement comme ça, comme technologie de guerre, non ancré dans une traduction linguistique culturelle. Voilà, ça y est, on est reparti. Comme elles sont ancrées dans les traditions. Voilà. Mais je crois que j'ai un autre. Oui, c'est ça. Et puis on a une dernière après. Ah oui. Parce que nous, on fonctionne avec Non. Ça marchait, mais ça marche pas. C'est la prochaine. La prochaine, oui, donc c'est petit, voilà. Hop, oh, décidément. Bizarre. Voilà, bon, ben, c'était ça. J'étais sur cette. Alors, donc, je parlais des linguistiques de corpus, ancrage dans les traditions linguistiques, notamment si on prend la tradition française et la tradition britannique, qui avait des hypothèses. La tradition française, il y avait des hypothèses sur les statistiques, c'est la nature statistique probabiliste du langage. Dans les débats qui ont eu lieu dans les années 50 sur les statistiques de vocabulaire, c'était des débats qu'il y avait chez les linguistes. Est-ce que là, les statistiques sont une caractéristique de la langue, des langues ou du langage? Hypothèses, par exemple, chez les Britanniques, les hypothèses sur les textes et les corpus sont aussi extrêmement importantes. Donc, ça vient des linguistes. Il y a une diversité des approches, d'où le fait que je garde cette idée au pluriel qui vient de Benoît Habert, les linguistiques de corpus. Il faut dire aussi que diversité, parce que tout le monde actuellement, tous les linguistes, de quelque obédience que ce soit, utilisent des corpus, qu'ils soient même formalistes et non empiristes. Et la question, c'est que évidemment, c'est pas du tout la même chose que le TAL, à mon avis. Est-ce que c'est une partie du TAL? Enfin, je me pose la question parce que les linguistes sont des utilisateurs, en quelque sorte, hein, de ces corpus. Est-ce qu'ils sont des concepteurs et des développeurs, sans doute aussi pour certaines, mais c'est une question un peu que je pose parce que ça statue, à mon avis, à part, tout ça, je l'ai mis un peu à part. Et puis, je termine. Oups, là, non, ça passe pas. La dernière, c'est la dernière. Voilà, juste une petite, pour terminer, une petite, qu'est-ce que est devenu le TAL actuellement? Qu'est-ce que c'est le TAL? Mais je pense que quelqu'un comme Jean-Luc pourra en parler, bien sûr. Je me pose des questions, hein, c'est des choses qu'en lisant des choses, ça. C'est-à-dire qu'il y a un paradoxe actuellement, c'est que il semblerait que les talistes, enfin, qui sont des ingénieurs, quand même plutôt informaticiens, ou même les chercheurs, enfin, mais qui sont informaticiens au départ, adoptent de façon généralisée la technologie des transformers, hein, qui sont mis au point par les LLM, et en laissant tomber leurs algorithmes précédents qui étaient déjà à base de statistiques et probabilistes. Mais il y a un paradoxe, ils adoptent de façon généralisée, alors qu'ils savent très bien, ils le disent, que cette technologie a été découverte par hasard, hein, par tâtonnement, qu'on ne sait pas comment les résultats sont produits, la fameuse boîte noire,
Certains parlent de castles in the air, they have no foundation at all, donc aucun fondement ni théorique, ni même, disons, enfin, au niveau de la procédure, hein, c'est contraire aux pratiques biologiques des informaticiens, ils reconnaissent eux-mêmes et pourtant ils ont adopté de façon généralisée ces transformers. Alors, qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? Il y a des recherches qui sont nommées rétro-ingénierie, recherches sur les fonctionnements de la boîte noire, et en particulier, comment la machine, donc la technologie qui fonctionne par statistique et probabilité, comme on le sait, comment fait-elle pour appliquer en quelque sorte des règles linguistiques? Comment fait-elle, par exemple, pour faire un accord en sujet? Des choses aussi simples, hein, c'est la linguistique, si on veut, mais très basique. Comment fait-elle? Et donc, il y a des batteries d'expérimentation pour faire ce genre de choses. Et avec une hypothèse, c'est qu'il y a une espèce de fonctionnement interne de la machine, une linguistique de la machine. Quelque part comme ça. Il y a un fonctionnement linguistique de la machine. On est de nouveau, en fait, devant une hypothèse, une nouvelle linguistique de la machine linguistique, ce qui n'a pas du tout le même sens que dans les années 60. Mais voilà, ça aussi, ça me pose question. Je terminerai par là, parce que c'est sur des interrogations. D'autres gens ont des choses à dire sur cette, pourront dire des choses sur cette question-là. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jacqueline. Avant de donner la parole à la salle, d'être des vrais spécialistes ici. Vous avez commencé avec cette phrase de votre première. Merci pour ce panorama historique très, très riche, très documenté. Et vous avez commencé en disant ces moments de science de la guerre, au début de l'informatique, de la relation entre linguistique et informatique. Disant, voilà, la linguistique, ce n'est pas une science de la guerre. La question, c'est que, voilà, est-ce que nous, la linguistique ou la sémantique arrive après la bataille, un peu comme vous dites, dans la rétro-ingénierie. Et je me demande, qu'est-ce que c'est la linguistique de la machine? Voilà, c'est une question finale que vous posez, voilà, je vous la pose aussi. Je ne sais pas. C'est une hypothèse que j'ai vu émettre par des planistes, enfin des informaticiens qui font des jeunes qui font pas que moi, qui travaillent sur les recherches en TAL. Ils se posent la question de savoir qu'est-ce que peut être la recherche en TAL. Alors, ce qui m'étonne, c'est qu'ils se la posent maintenant, alors que depuis les années 2000, ça pose des questions. Enfin, qu'est-ce que ça peut être la recherche en TAL quand il y a 2000 ans, c'est ça, de ces modèles statistiques et probabilistes, là, tout ce qui est linguistique est très, très mis à l'écart et en déclin. Alors, quand disons que je parle avec ces jeunes tanistes, l'idée de la linguistique pour la machine, c'est que la machine qui donc, applique des règles de grammaire, hein, ils font des tests, je dis, sur l'accord sujet-verbe ou l'accord du participe passé, des règles de grammaire assez simples, enfin pour le français par exemple, eh bien, comment fait-elle? Et elle met en œuvre des mécanismes qui sont particuliers à la machine. Ça serait ça une linguiste pour la machine. C'est assez troublant, puisqu'elle n'applique pas des règles de grammaire. Mais elle y arrive quand même. Elle y arrive même si c'est pas juste du copier, enfin je veux dire, de perroquet qui est en train qui brave les données, et puis à un moment donné, il y arrive. Pour eux, il y a peut-être quelque chose qui se met en place, enfin, on peut l'idée qu'il y a une compétence linguistique de la machine qui ferait faire ça. Ça fait très science-fiction, mais je trouve que l'idée est intéressante parce que la linguistique a été tellement mise à l'écart avec cette position des linguistes qui sont vraiment des subalternes, et même les traducteurs aussi, les traducteurs humains maintenant sont relégués aussi à faire à corriger ce que fait la traduction automatique. Ça devient terriblement inintéressant. Voilà. Bon, voilà, c'est cette idée-là qui est assez troublante, d'aller regarder la boîte noire et de considérer que peut-être elle va donner un fonctionnement de langage de la machine. Merci. Allez, Julia. Merci. J'ai effectivement un peu une question sur cette affaire. J'ai deux questions rapides. Alors, la première, vraiment rapide.
si vous pouviez revenir sur le problème de la proto-langue, cette langue intermédiaire, qui, si j'ai bien compris, ne ferait pas de transfert direct, peut-être des transferts mot à mot, si j'ai compris, ne les ferait pas. Non, les fait, non. Ne les fait pas. Comme ça, moi, je ne connais pas très bien cette histoire, et donc, ça m'a paru un élément possiblement révolutionnaire, mais je voudrais en savoir plus. Et aussi sur cette question dont on discute en ce moment, la boîte noire, etc., je la relirai au problème du sens commun. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, si on utilise les intelligences artificielles génératives, bon, il y a beaucoup de sens communs. Alors, à quel stade de ces sens communs existe à travers l'extraction des patterns ou, par contre, il est ajouté, entre guillemets, dans la phase du fine-tuning? On se pose cette question parce que est-ce que ce sont les sociétés, disons, qui gèrent et tout, qui construisent ce sens commun qui fonctionne, ou c'est dans la boîte noire, c'est véritablement un stade plus. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que je pense que le fine-tuning fait beaucoup et que c'est peut-être là que le sens commun émerge comme effet de sens pour nous. Je suis, je ne sais pas trop comment répondre sur les sens du sens commun. Il trouve que cette phrase-là de Darilel, il y a 2 ans, je l'ai donnée à traduire à DeepL pour voir. Oui. Il l'a traduit par plume, c'est-à-dire qu'il n'avait pas du tout. Il a traduit la boîte est dans la plume. Curieux, hein, c'est-à-dire qu'il n'avait pas cette idée-là. J'ai refait l'expérience hier pour me dire, tiens, en fait, est-ce qu'il fait toujours la même erreur? Non, il l'avait bien traduit par enclos. Donc, comment s'est fait l'apprentissage? Est-ce qu'il y a plusieurs personnes comme moi qui ont fait aimer cette phrase à traduire, et puis qu'à un moment donné, ben voilà, c'est traduit. Mais je n'ai pas corrigé, hein. J'ai pas corrigé quand je l'ai eu. Donc, comment il a su à un moment donné que. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça se fait qu'à un moment donné. Je ne pense pas que ça soit un recours au sens commun, hein, mais qu'il y a un moment donné où la traduction se fait de façon correcte. Alors qu'il y a quelques années encore, alors que DeepL était déjà. Ça fonctionnait très bien. Oui. Eh bien, il donnait une traduction fausse. C'est curieux. Hein, alors, quant à la première question sur la proto-langue, alors, effectivement, la proto-langue est donc une langue intermédiaire, c'est-à-dire que c'est quelque chose où se fait pas. La méthode par transfert, en fait, à un moment donné, c'est de transférer, de faire une analyse syntaxique de la langue cible, et de passer à la langue cible avec la même structure syntaxique, mais à ce moment-là, avec les caractéristiques de la langue cible. La langue pivot, elle évite ce genre de choses, hein, puisqu'elle est à base sémantique. Et en particulier, alors, ce qu'avait fait Meltchouk avec la proto-langue de Ivanov, c'est que cette proto-langue, c'est une langue abstraite, hein, c'est pas une langue qui aurait existé, comme une autre langue, donc c'est un linguistique historique. C'est une proto-langue qui comporte, pour un groupe de langues données, un groupe de langues narratives, qui comprend toutes les spécificités de toutes ces langues-là, qu'elles soient réalisées ou non. Et donc, quand il va l'utiliser entre 2 paires de langues, il va considérer qu'on ne va pas, disons, mettre dans la procédure des choses qui existent dans une langue et qui n'existent pas dans l'autre. Par exemple, si vous avez, bon, là, grossièrement, je ne me souviens plus des langues qui donnent ça avec le droit, mais par exemple, pour le chinois, on dit qu'il n'y a pas d'article, c'est vrai, c'est pas vrai. Bon, par exemple, et vous ne mettez pas, quand vous passez de l'anglais au chinois, vous ne mettez pas d'article dans cette langue-là. Ça va être traité à un autre endroit. C'est-à-dire, tout ce qui n'est pas commun à ces 2 langues ne rentre pas dans la langue. Donc, c'est par couple de langues, etc. C'est cette idée de potentialité des langues. Oui, très intéressant. Oui, c'est très intéressant. Et d'ailleurs, ensuite, Meltchouk va développer ce modèle sens-texte qui s'intéresse à la synthèse, qui parle de la synthèse,
Là aussi, d'ailleurs, Melchuk, c'était l'idée de, on commence par la synthèse, qui est plus simple finalement que l'analyse, enfin, bizarrement, pour lui. Enfin, c'est plus, et il développera ça sur la synthèse. Donc, c'est assez puissant, hein, comme, c'est très intéressant sur le plan linguistique. C'est évident. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Et, il y en a plus. Et ensuite, à distance, on verra. Emmanuel, puis Jean-Pierre, puis Stana, et puis à distance, on verra. C'est Dominique Commerçant qui est ici déjà. Et du coup, merci beaucoup pour cet exposé déjà. Je ne sais pas si ma question, elle procède enfin, plutôt d'une ignorance de ma part. C'est de ce que j'ai l'impression d'avoir compris aussi d'une soutenance de thèse en TAL à laquelle j'ai assisté il n'y a pas longtemps. J'ai l'impression que c'est globalement une discipline dans laquelle l'expérimentation enfin, empirique est extrêmement importante. Au sens où enfin, j'étais à la soutenance d'un ami et quasiment toute la soutenance, c'était on a essayé ça, ça n'a pas marché, on a réessayé autre chose, ça n'a pas marché non plus, on a encore essayé, on a encore essayé, on a encore essayé, à chaque fois ça donne des résultats différents. On ne sait pas exactement pourquoi, parce que des fois on changeait le protocole, des fois on ne changeait pas le protocole. Et peut-être que je suis un peu naïf, mais la question que, enfin non, plutôt l'idée que j'avais globalement des gens qui sont en TAL, c'est-à-dire plutôt des informaticiens, des ingénieurs, c'était qu'il y avait un socle épistémique quand même très popperien. Alors peut-être que j'ai tort, basé sur la reproductibilité des données, sur la falsification des données. Et en fait, du coup, ça me laisse un peu une impression de... J'arrive pas à comprendre leur position en fait vis-à-vis de la constitution des expérimentations. J'ai du mal à me représenter le protocole d'expérimentation qui est globalement suivi en TAL. Et je trouve ça étrange. Enfin, faut que on accepte, enfin on accepte, que on considère qu'il se passe des choses, on ne sait pas trop ce qui se passe, il y a une boîte noire et on va utiliser ces résultats, mais en même temps, on n'a pas suffisamment de recul sur ces résultats pour voir comment est-ce qu'ils sont apparus et comment est-ce que du coup on peut guider ensuite de nouvelles expérimentations à partir de ces résultats qui sortent partiellement incomplets, en tout cas vis-à-vis de leur processus de production. C'est un peu les questions que je me pose. Effectivement. C'est-à-dire que, alors évidemment, on parle bien du TAL actuel, c'est-à-dire probabiliste statistique, effectivement, d'accord, avec cette idée de boîte noire. Ils sont aussi dans cette perspective d'ouvrir la boîte noire de l'IA, c'est ça? Et de faire des expérimentations pour essayer de... Oui, bah écoutez, je n'ai pas de réponse. Je constate aussi ce genre de choses, c'est-à-dire que avec ce paradoxe que je soulève, c'est-à-dire qu'ils savent que c'est une technologie qui a été découverte par hasard et par tâtonnement, justement aussi, donc qui n'est pas du tout homologuée selon les déontologies des informaticiens, même la façon dont on teste les machines, qu'on teste. Est-ce que c'est pris en compte dans le Alors, je ne sais pas. Okay. Je ne peux pas répondre, mais c'est une question tout à fait pertinente et vous rejoignez tout à fait mon interrogation. Peut-être que d'autres peuvent répondre à cette question. Oui, bon, merci beaucoup pour cet exposé qui est très clair et qui reprend une période. Et que, cependant, j'insisterai sur une idée qui est apparue sur l'interaction entre linguistique et informatique. C'est le problème de la compilation. À un moment donné, l'informatique a compris que pour pouvoir traiter des problèmes intéressants et construire des langages de programmation très compatibles avec les habitudes des humains, c'est-à-dire proches des mathématiques, il fallait concevoir des systèmes de représentation intermédiaire pour se rapprocher d'un système d'instruction qui était directement exécutable par la machine. Et donc, c'est cette idée fondamentale pour le développement de l'informatique et qui, à mon avis, du reste, n'est pas toujours suffisamment compris par ceux qui parlent de l'informatique. En linguistique, justement, est apparu à un moment donné, je prends quelqu'un que vous n'avez pas nommé, mais parce qu'on ne peut pas tout dire, pourquoi est un informaticien?
est un très bon informaticien, mathématicien, et il pense dans le modèle qu'il a développé à Grenoble, et j'étais très très proche à ce moment-là du groupe de Beauvoir, justement cette idée d'un langage intermédiaire, d'un langage pivot qui pouvait être formel. Et donc, ce n'était pas nécessairement la proto-langue comme une proto-langue, comme le proto-indo-européen ou quelque chose comme ça. Donc, il y a une interaction très profonde ici entre l'informatique et la linguistique. Même si beaucoup de gens dans le TAL, mais pas tous, ignorent complètement les travaux des linguistes en les sous-estimant parce qu'ils n'ont pas le courage de s'y plonger. Et inversement, beaucoup de linguistes, bon, c'est compliqué, c'est formel, on ne va pas aller voir. Donc, il y a une interaction qui a été du reste très positive pour la linguistique. La syntaxe, le fait de vouloir résoudre des problèmes de syntaxe a fait progresser terriblement la syntaxe des langues naturelles et par les linguistes théoriciens. L'inverse, beaucoup moins. Vous l'avez en fait signalé, que, fin de compte, les recherches linguistiques ne sont pas tellement déversées vers les recherches en informatique. Bien que certains linguistes, par rapport justement à ce problème de proto-langue, je reprends, un linguiste comme Sébastien Chaumian a développé une grammaire applicative qu'il appelle universelle et qui engendre un langage applicatif qui serait une espèce d'intermédiaire entre les langues, les différentes langues. En tout cas, c'était son projet avec l'idée de langage génotype par rapport aux différentes langues phénotypes. Donc, c'était tout à fait intéressant pour la traduction. Alors, le deuxième point, et c'est à la fin, et ça a déjà été discuté, la linguistique de la machine. Ça pose un problème, évidemment. D'abord, qu'est-ce que c'est pas très clair pour moi. Vous avez répondu un petit peu, c'est pas très clair. Mais on peut se poser la question. Premièrement, la traduction, c'est de la technologie. C'est le traducteur automatique, enfin même humain, qui fait de la traduction simultanée, il ne comprend pas, évidemment, dans le détail, ce qu'il traduit. Pas toujours, pas nécessairement. Surtout en simultané. Après, on lui dit, mais qu'est-ce que tu as traduit? Ben, je n'ai pas eu le temps. Autrement dit, il procède par des ajustements. Il a une connaissance, j'ai telle phrase, je le reproduis par telle phrase en m'ajustant tel mot qui va changer avec tel mot, etc. Ce que fait un petit peu la traduction automatique à la Google actuellement. Et avec des résultats qui sont quand même bien meilleurs que ce qu'on avait dans les années 70-80. Donc, autrement dit, on peut se poser la question si la traduction fait appel vraiment à des problèmes d'analyse du fonctionnement du langage tel que les humains le pratiquent. Donc, je serais amené à dire, après tout, la traduction, ce n'est qu'une technologie et rien de plus. Et que, justement, la Google, par ses méthodes d'appariement, par transfert et appariement, on ne comprend pas nécessairement ce qu'on traduit. Et dans les grands modèles de langage, il n'y a aucune sémantique, aucune représentation sémantique, même pas de la syntaxe. Enfin, tout au moins, il faudrait voir. Donc, pour moi, ce qui est tout à fait important dans toutes ces discussions autour de l'IA, de distinguer entre ce qui est technologique et ce qui est un apport ou une conséquence directe d'une recherche profonde sur ce qu'est le langage et comment il fonctionne. Donc, cette linguistique de la machine me laisse, faudrait creuser un peu ce que les gens veulent dire. Si ce n'est que faut se méfier, est-ce que ce sont des gens qui ont un peu réfléchi à ce qu'était la linguistique actuelle, ce qu'elle veut faire, ce qu'elle peut faire,
les problèmes qu'elle pose. Autrement dit, ça nous ramène à dire qu'est-ce que c'est qu'une science, qu'est-ce que c'est que la science du langage, qu'est-ce que c'est que l'activité de langage, etc. Et là, dans ce qu'on entend et ce qu'on lit, le système comprend, en parlant d'IA générative, le système comprend. C'est pas vrai. Ou alors on se fiche du monde. Hein, il n'y a aucune compréhension. Et c'est pas grave. Ça donne des résultats. Une technologie peut donner des résultats et on a raison de l'utiliser avec les précautions qui conviennent et des limites, mais ça ne dit pas que ça nous apprend quelque chose sur ce qu'est le langage et comment ça fonctionne et comment l'homme lui-même procède de cette façon. Enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord. Oui, oui, sur votre dernier, tout à fait d'accord sur la fin, c'est-à-dire qu'il y a des processus cognitifs qui, effectivement, humains, bon, ne sont pas. Je ne sais pas exactement s'il y a d'ailleurs des choses qui sont faites, des recherches sur la traduction, je ne sais pas, sur les traducteurs, je ne sais pas si ça se passe, mais enfin, ça se passe quand même au niveau cognitif. Savoir si c'est effectivement s'ils appareillent sans forcément comprendre, c'est ce qui se passe, effectivement, je suis d'accord. Qu'est-ce qu'il y a derrière une nouvelle réussite de la machine? C'est un peu de la provocation, hein, c'est évident, parce que j'ai entendu ça, c'est des gens, des informaticiens, hein, c'est des informaticiens purs. Des informaticiens. Ils ne sont pas des linguistes et ils connaissent pas grand-chose en linguistique. Bon. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Qu'est-ce qu'ils veulent oui, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Moi, je suis pour la donner curieux. J'ai mis ça un peu par provocation. Alors, sur la première partie de votre intervention, là, sur la compilation, d'une part, oui, je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, par rapport à l'ALPAC, je n'en ai pas parlé, mais il y avait une évaluation de ce qu'apportait la linguistique à l'informatique et l'informatique à la linguistique. Informatique à la linguistique, il n'y avait pas grand-chose, mais linguistique informatique, il y a évidemment tous les développements des langages de programmation, notamment Algol, Algol 60, etc., qui sont venus vraiment des grammaires de Chomsky. Vraiment, il y a eu, oui, je n'ai pas du tout parlé de ça, mais je suis tout à fait d'accord qu'il y a cet apport de la linguistique par les langages formels à l'informatique, à la compilation et puis le langage de programmation. Je n'ai pas parlé non plus de Vauquois parce que la France est arrivée en 59. Hein. Donc, c'est-à-dire comme ma période, elle s'arrête presque à 58 avec Barilal qui commence son évaluation en 58, la France commence fin 59 à faire de la traduction automatique pour des tas de raisons qui seraient un peu longues à formuler, pour lesquelles il y a ce retard. Et quand elle arrive, donc avec le centre de Grenoble qui a été créé fin 59, centre de Paris, le CETAP et le CETAG, dirigé donc par Vauquois, ils arrivent déjà à un moment donné où l'analyse syntaxique et les parcours syntaxiques sont déjà quand même assez avancés. Et donc, ils arrivent à un moment donné où ils adoptent des méthodes qui existent déjà. Et donc, ils compilent les choses en même temps. C'est-à-dire, Vauquois était très proche de Meltchouk. Hein, il venait souvent ils allaient... Exactement, de Ténière, apparemment. De Ténière, mais... Parce que Melchuk utilise Ténière. Il utilise Ténière aussi, oui. Et donc, Vauquois, ou le groupe de Vauquois, partait de la théorie de Ténière. Oui, mais il faisait des allers-retours. Oui, Melchuk est après. Oui, mais enfin, il est allé voir Melchuk plusieurs fois. Hein. Oui. Moi, aussi, je les ai... Non, mais Melchuk, c'est Ténière. Oui, d'accord. Enfin bon, disons que voilà, il y avait une relation assez forte avec les groupes russes. Donc, la méthode par pivot de Vauquois, effectivement, c'était la méthode intermédiaire qui aussi venait des Russes. Enfin, c'est l'idée de la compilation. L'idée de la compilation. Oui. Et Vauquois était un informaticien. Oui, tout à fait. Donc, très averti des problèmes de l'informatique, et il s'est dit, on va passer différents niveaux, et ce qui est repris par Melchuk avec les 7 niveaux pour atteindre niveau. Ce que faisait avant aussi Chaumian. Il restait dans les années 65. Je vais donner la parole à Broussin, puis à Dominique, rapidement, après à Gilles, très rapidement. Très rapidement, merci beaucoup. Non seulement pour la conférence, mais aussi pour le travail de mise en perspective.
que tu fais depuis des années sur la relation entre automatisation et langage, parce que c'est très important. Et je vais être rapide parce que Jean-Pierre a déjà anticipé une partie de ma question. C'était Désolé. la linguiste qui ont été justement une transition de service pendant longtemps. Qu'est-ce qu'ils en ont gagné en fait de cette relation, ce que vous utilisez tout à l'heure, de cette relation avec les informaticiens? Finalement, est-ce que l'automatisation du langage a permis à la linguistique quand même d'éclairer peut-être des angles morts de l'analyse des langues et donc, actuellement, qu'est-ce que les IA, l'étude du fonctionnement des IA génératives, après le fonctionnement de boîte noire, qu'est-ce qu'apporte en fait, finalement à la réflexion, à l'observation des langues? Je m'arrête ici. Alors, donc, comme je le disais au début, reprenons d'ailleurs ce que disait l'Alpax, la linguistique n'a pas gagné grand-chose de l'informatique. Il y a eu la période syntaxique dont j'ai parlé, c'est-à-dire là où ça a servi vraiment de test. Moi, j'ai connu des linguistes qui faisaient des parseurs syntaxiques à l'époque, dans les années 70-80, et il y avait cette idée, quoi, qu'on allait, la grammaire, on allait pouvoir tester la grammaire et la puissance, enfin la validité de la théorie linguistique par le parsage, quoi. C'était très, très important et ça s'est perdu dans les années 90. Il y a un article de Marandin, d'ailleurs, dans TAL, en 93, je crois, qui est très intéressant, cette question-là. Comment on abandonne finalement l'idée de l'analyse syntaxique automatique pour tester les grammaires formelles. Donc, ça, c'était un effort, mais qui a disparu. Maintenant, je vais passer à la linguistique de corpus, c'est-à-dire que c'est là que ça devient intéressant pour les linguistes, c'est-à-dire tous les linguistes, maintenant, utilisent les corpus. Et effectivement, là, mais c'est une position qui est quand même très différente. C'est-à-dire ils ne sont pas en interaction sur la fabrication de modèles, ils sont utilisateurs, je dirais. Bien que certains, quand même, sont des... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Il y a un nom, d'ailleurs, maintenant, dans des enseignants-chercheurs dans des départements linguistiques qui font de là, je ne sais plus le nom, mais qui est quelque chose avec les corpus, où ils sont aussi un peu statisticiens et informaticiens. Donc c'est quand même quelque chose. Il y a la textométrie, oui, mais c'était autre chose encore. C'est vraiment un nom je le retrouverai. Mais la textométrie, effectivement, est là-dedans. Il y en a certains qui sont purement des utilisateurs, et puis il y a ceux comme Salem ou autres, Lafont, etc., qui étaient à la fois linguistes et puis informaticiens et statisticiens qui fabriquent des outils étant très proches des utilisateurs. Donc je pense que c'est par les corpus, en fait, et la linguistique de corpus, c'est-à-dire on va utiliser les corpus, on retrouve le linguiste. Mais c'est un peu décalé par rapport au TAL. Je pense que c'est pas, je ne sais pas comment, si on peut le mettre dans le même paquet. C'est pour ça que je l'ai mis un peu à part. Je suis un peu gênée par ça. Disons qu'historiquement, c'est vraiment venu après. C'est pas du tout fondé sur les mêmes choses, mais voilà. Ça serait un peu ma réponse. Les corpus. Voilà. Dominique, une question parce que sur ce point, parce que vous n'aviez pas mentionné la lexicométrie ou logométrie, selon le nom qu'on donne à ces modèles, qui s'appelle aussi traitement automatisé du discours. L'histoire parallèle avec une scission, mais aussi une scission institutionnelle. Je pense pas du tout les mêmes, les réflexions, etc. Ça implique pas mal de choses. Mais il y a les tentatives, par exemple, de Maillard, d'intégrer l'IA à la textométrie. Mais de ce que j'ai compris, c'est une intégration à la démarche textométrique, non pas une intégration à la méthode, puisque ça pose le problème de la compatibilité des modèles. Et il y a des modèles qui sont hérités de la tradition grammaticale de linguistique, qui ne sont pas compatibles avec les modèles computationnels, avec d'autres modèles formels, avec les contraintes des logiciels. Et donc, il y a dans tout ce que vous avez présenté, il y a cette question de la compatibilité ou de l'incompatibilité entre les modèles, la façon dont on les fabrique et ce qu'on en fait après du point de vue instrumental. D'accord. Alors effectivement, je n'ai pas parlé de lexicométrie, textométrie, etc., parce que c'est la filière linguistique de corpus en France avec les statistiques de vocabulaire des années 50, 54, Pierre Guiraud, etc., avec ses hypothèses sur
est-ce qu'il y a une nature statistique du langage, etc., qui a donné le laboratoire de Saint-Cloud. Hein, il y a eu Pierre Guiraud, il y a eu Charles Muller, il y a eu Mandelbrot, enfin, disons qu'il y a toute une tradition là, en France qui travaille sur ce genre de choses, et puis le laboratoire de Saint-Cloud de lexicométrie qui a été fondé en 1960, je crois, etc., qui a continué sur ces travaux-là. Donc, c'est dans cette filière-là que je mettrais, et pas vraiment dans le TAL. Hein. De la même façon qu'en Grande-Bretagne, on a les corpus linguistics, Sinclair, Leach, etc., que je mets du côté britannique, mais aussi dans une filiation à partir de la tradition furfienne, etc. Enfin, on a aussi là une tradition culturelle et intellectuelle britannique qui a donné la corpus linguistique actuelle. Donc c'est pour ça que je n'ai pas traité ça du tout. Maintenant, effectivement, les travaux d'Amon Mayaf, c'est vrai, vous avez raison, j'aurais pu répondre ça à Rosanna. C'est tout à fait quelqu'un qui essaye d'allier, mais comme vous le dites, l'IA avec la textométrie. Ouais. C'est intéressant. Et une Vraiment tout très dernière, bien. vraiment dernière et très rapide de la réponse. Je voulais revenir aux années 90 Mm. avec la citation de Jelinek qui dit Mm. pour sortir des impasses du paradis syntaxe, il faut penser par problème, par métaproblème, avec la formule. Si on a la métastructure du problème, on peut caler une base de règles là-dessus. Qui a formalisé ça? C'est Jelinek, IBM ou c'est d'autres personnes? Parce qu'à mon avis, se fait un virage entre le profilage statistique de l'énonciateur, chose que ça va faire Harris, l'analyse des données, moi je pense à écrits, mais ça suppose compilation. Mais là, la nouveauté 90 serait de profiler la syntaxe sur la question de l'énonciateur. À ce moment-là, il peut se faire des réglages circonstance par circonstance, probabilité par probabilité, chemin d'apprentissage par chemin d'apprentissage. Est-ce que vous avez étudié un peu Jelinek ou est-ce qu'il serait quelque part là-dessus? Jelinek était plutôt reconnaissance de la parole et ensuite mémoire de traduction. C'est lui qui n'a pas formalisé la structure Je du ne problème. connais pas cette formulation-là. Je ne sais pas, Jean-Pierre Desclés, je ne sais pas, non. Moi, je le voyais plus vraiment en statistique depuis, parce que c'est quelqu'un qui était en reconnaissance de la parole, donc en fait, de réseaux neuronaux dans les années 80, et qui a continué sur les méthodes statistiques tout le temps. Enfin, je ne le vois pas formaliser autre chose, mais peut-être que je me trompe, il faudrait qu'on vérifie. Ouais. On va dire qu'en reconnaissance de la parole, Oui. il y a une reconnaissance de syntaxe. Oui, mais pas chez Jelinek. Je pense que c'était du traitement du signal, quoi. C'était vraiment du traitement du signal à l'époque. Hein. Qu'à un moment donné, enfin, et puis c'est, je sais pas, vraiment, il faudrait répondre. Je regarderai, désolé, je peux pas répondre aux questions, je sais rien. Merci beaucoup, merci.